Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Asus Zenfone 10, un smartphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Ça faisait très longtemps que j'avais pas testé de Asus. La preuve en est, c'est qu'il n'y avait même pas de playlist pour les smartphones Asus sur la chaîne, donc j'ai dû en créer une nouvelle. Pourtant, la chaîne avait démarré avec un Asus il y a maintenant plus de 6 ans, c'était le Zenfone Max Pro 2 ou un truc dans ce genre-là. Ce Zenfone 10, il coûte 849 € dans la version que j'ai dans la main, c'est-à-dire la version 256 Go. La version la moins chère est à 799 €. Je l'ai donc testé, je l'ai emmené partout avec moi, j'ai plein de choses à vous dire, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc testé un maximum ce Asus Zenfone 10, un smartphone que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience parce que c'est assez original comme produit, c'est assez rare de voir des téléphones maintenant sur ce format, je vais y revenir. Et donc dès que j'ai vu la fiche technique, dès que j'ai vu ce modèle, eh bien il a éveillé ma curiosité, je me suis dit il faut absolument que je teste ça. Comme je le disais dans la vidéo de déballage il y a quelques jours, chez Asus, ces derniers temps, les téléphones, ils m'intéressaient pas beaucoup parce qu'ils étaient souvent axés très gaming. Ils ont une gamme spéciale, la gamme ROG, comme pour les PC portables Asus. Donc c'est vrai que les téléphones qu'ils ont sortis là ces dernières années, franchement, ça m'intéressait pas du tout. Vous savez, si vous me connaissez, moi ce que j'aime, c'est les bons rapports qualité-prix. C'est ce que fait par exemple Xiaomi, c'est ce que fait Realme, c'est ce que fait Oppo. Et donc du coup, les Asus, ces dernières années, c'était toujours justement vers les 700-800 €, toujours des téléphones ultra puissants, etc. Et là, cette année, je trouve qu'ils ont complètement changé de philosophie. Alors, ça reste très cher, hein, on est quand même vers les 800 €, ça reste du haut de gamme. Mais on va commencer, alors vous savez, comme d'habitude, par les points positifs. On va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher. C'est pas le téléphone parfait, mais c'est vrai qu'il y avait quand même de très très bonnes idées. C'est un téléphone qui se démarque du reste de la production, donc ça, pour le coup, chapeau. Et on commence, vous savez, toujours dans mes vidéos, on commence toujours par le design, par le format, la qualité de fabrication. Donc, on va pas déroger à la règle, on va commencer par ça. Et justement, pour moi, c'est l'un des atouts numéro 1 de ce smartphone. Je vais beaucoup le comparer au Samsung S23 que j'ai testé en début d'année, parce que le S23 de chez Samsung, déjà d'une, il est plutôt dans les mêmes tarifs. En plus de ça, il est exactement du même format, c'est-à-dire le poids et la taille, c'est kiff-kiff, hein, c'est vraiment la même chose. Et en plus, ils ont le même processeur, donc vraiment, il y a plein de choses en commun. Et ce Zenfone 10, en fait, ce qui me plaît beaucoup, justement, par rapport à un Samsung, c'est le choix des matériaux. Alors, la partie arrière, apparemment, c'est du plastique, mais honnêtement, si vous avez la chance d'en avoir un en main, c'est très étrange comme ressenti. On a vraiment l'impression d'avoir une sorte de carton recyclé, c'est trop bizarre, j'avais jamais vu du plastique comme ça. C'est excellent, ça ne prend pas les traces de doigts, ça ne glisse pas. Alors moi j'ai pas mis la coque, hein, vous me connaissez, j'aime pas mettre les coques et les verres trempés. Donc du coup si vous le laissez nu comme moi, franchement au quotidien c'est super agréable à utiliser. Le châssis est en aluminium, donc ça pour le coup c'est comme chez Samsung, c'est comme chez quasiment tous les constructeurs aujourd'hui. Si vous le mettez dans une poche avec des clés, avec des pièces, au bout d'un moment ça va se rayer. Par contre ce qui est bien c'est que c'est léger, puis c'est quand même assez haut de gamme comme matériau, c'est quand même assez premium. C'est pas non plus du plastique, et justement ça participe à la résistance, à la solidité du produit. La face avant c'est un écran évidemment, je vais y revenir après, Super AMOLED qui va jusqu'à 144 Hz. Mais alors, je vais essayer de vous montrer ce qui est assez difficile parce qu'il faut que je trouve une page blanche. Je sais pas si je vais réussir parce que j'ai mis le mode sombre. Mais en fait, si le Google Wallet, non, même pas. En fait, il y a des bords d'écran qui sont quand même un petit peu épais. Dans toutes les applications que j'ai maintenant, elles sont sur fond noir, donc je vais peut-être pas réussir. Ah si, vous voyez chez Darty, voilà. Vous voyez, les bords d'écran, c'est pas les plus fins qu'on ait connus. Sur un écran Super AMOLED et a fortiori sur un smartphone à plus de 800 €, on a quand même des bordures d'écran qui sont un petit peu épaisses. C'est pas très grave, moi ça m'a pas gêné, mais il faut le savoir. Voilà, il faut savoir que vous aurez des modèles avec des bordures d'écran plus fines et plus symétriques. C'est pas très grave, mais vu qu'on est dans la partie design, il faut en parler. Et moi, pour moi, le téléphone se démarque clairement par l'arrière, avec les deux gros capteurs photo qui sont mis en valeur d'une manière volontaire. Et l'ergonomie au quotidien est plutôt bonne, même si un petit regret au niveau du lecteur d'empreintes.
On avait découvert ça ensemble dans la vidéo de déballage. On peut le programmer pour lui faire des trucs. Si on clique 2 fois dessus, si on glisse le doigt vers le haut pour avancer dans une vidéo, si on baisse le doigt dessus, ça fait un peu comme une surface tactile. Alors moi, je m'en suis pas servi parce que j'aime pas du tout ce genre de gadget. Par contre, là où ça m'a gêné, c'est qu'en fait, il est vraiment à ras du châssis et de très nombreuses fois, il m'est arrivé de le chercher avec le pouce pour poser le doigt pour le déverrouiller et je l'attendais un peu plus haut. Donc plein de fois, j'ai mis le pouce et je me suis dit, pourquoi ça se déverrouille pas, le téléphone, il est bugué ou quoi? Et en fait, non, c'est que mon pouce était trop haut. Donc il y a pour moi un tout petit souci d'ergonomie à ce moment-là, mais c'est pas très grave. Donc voilà, pour la partie design, évidemment, c'est réussi. Je le trouve très beau. L'objet en lui-même est très agréable à utiliser. Il est ni trop lourd, ni trop léger. Il est tout petit, hein. Si vous cherchez un très grand écran pour faire du jeu ou pour regarder beaucoup de séries, évidemment, vous aurez dans ces tarifs-là des téléphones avec des écrans bien plus grands. Par exemple, le Pixel 7 de chez Google ou le OnePlus 11. Donc là, c'est vraiment un format qui est volontairement compact. Alors, une fois que tout ça est dit au niveau du design, on va pouvoir enchaîner sur des choses un petit peu plus concrètes. Alors évidemment, il est certifié IP68, donc ça c'est très important parce que si on fait tomber un téléphone à 800 € dans la baignoire et qui marche plus, c'est quand même embêtant. Donc là, il y a une certification, donc ça c'est bon. Et dans cette catégorie de certification et de choses, vous savez que moi j'aime bien cocher l'écran principal. Il n'y en a qu'un seul, hein, on n'est pas sur un téléphone qui se replie. Donc l'écran est certifié Gorilla Glass Victus, donc a priori il résistera bien aux rayures, aux chutes, etc. Donc ça, encore une fois, 800 €, c'est normal, mais je voulais le signaler. Alors par contre, quelque chose qui est très important, et alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est au niveau des performances. Je vous le disais, c'est la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe aussi le Samsung Galaxy S23, le Samsung Galaxy Z Flip 5 et plein d'autres téléphones. Et évidemment, c'est la meilleure puce actuelle du marché. Ça marche du feu de Dieu, il n'y a que, entre guillemets, 8 Go de mémoire vive, mais pour moi, je trouve ça largement suffisant. Évidemment, le multitâche, ça fonctionne à merveille, vous pouvez faire plein de trucs en même temps, avoir toutes les applications qui restent ouvertes et aucun ralentissement, aucune surchauffe, aucune consommation excessive de batterie. Donc, niveau performance, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du haut de gamme. Je retrouve les performances qu'on peut avoir sur un S23, sur un Honor Magic 5 Pro, sur un OnePlus 11, donc ça, rien à dire, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça se ressent, c'est super fluide. Et je pense que l'écran y participe largement parce que justement on va enchaîner sur l'écran. L'écran en fait c'est un Super AMOLED 144 Hz, mais attention, c'est bien précisé sur toutes les fiches techniques, le 144 Hz n'est atteignable que sur certains jeux qui ont été validés entre guillemets par Asus et son mode jeu machin chose. Mais sur le quotidien, sur le téléphone que vous allez utiliser tous les jours, les messages, les réseaux sociaux, etc., on peut bloquer. Alors ça, c'est vraiment cool, ça m'a beaucoup plu. C'est l'une des premières fois que je vois ça, c'est même la première fois que je vois ça, je voudrais voir ça partout. Quand on met le 120 Hz et qu'on bloque sur 120 Hz, alors déjà le téléphone ne redescend pas. C'est-à-dire que c'est pas un 100 Hz adaptatif comme le fait par exemple Samsung. Chez Samsung, vous pouvez choisir plusieurs modes, le mode économie d'énergie, le mode standard, le mode performance ou je sais plus dynamique comme ils l'appellent. Mais le téléphone continue à gérer le rafraîchissement de l'écran en fonction des besoins. Là, 120 Hz, c'est bloqué dessus, donc ça pour un geek comme moi, c'est super. Et en plus, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite icône qui s'affiche en haut avec marqué 120 Hz et qui vous indique que vous êtes sur ce mode. Donc il n'y a aucun doute possible et si vous baissez en 60, ça le marque aussi. Si vous êtes sur un jeu en 144, ça le marque aussi. C'est génial, j'adore ça. Donc l'écran, il est top, les couleurs sont magnifiques, c'est super fluide, les noirs sont hyper profonds. En plein jour, j'ai pas eu de problème. Donc c'est génial, j'adore cet écran qui est petit mais vraiment de très bonne qualité. Alors aussi, j'en parlais il y a un instant au niveau des performances. Vous le savez, les performances sont liées au système, sont liées au système d'exploitation, à l'interface, à Android. Là, on est sur Android 13. Chez Asus, ils n'ont pas vraiment d'interface comme peut l'avoir Xiaomi avec MIUI, comme peut l'avoir Oppo avec ColorOS, etc. Là, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais par contre, il y a un truc un peu bizarre qu'on a vu ensemble dans la vidéo de déballage. C'est que quand vous allumez le téléphone pour la première fois, et même quand vous allez dans les menus, alors je suis pas sûr de vous le retrouver, mais en fait, vous pouvez switcher entre un mode qu'ils appellent le mode Android stock, je vais essayer de vous le retrouver, et le mode optimisé pour Asus. Alors, c'est assez drôle d'ailleurs, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs choses dans le menu, et dans les réglages, et dans l'utilisation quotidienne, qui sont nommés bizarrement. Par exemple, chez eux, c'est pas le mode clair et le mode sombre, c'est le mode nuit et le mode jour. Donc j'ai galéré, j'ai cherché, je comprenais pas. Je dis mais comment on met le mode sombre ou le mode jour? Et ben en fait non, ça s'appelle nuit-jour. C'est très bizarre. Et ben là c'est pareil. Ce truc-là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont pas appelé ça. Faudrait que je vous le retrouve. Navigation système.
c'est pas ça. Alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Menu, mise à l'échelle, panneau de configuration rapide. Par exemple, on peut personnaliser le panneau de configuration. Donc vous voyez, on peut soi-disant mettre optimisé pour Asus ou Android stock version. C'est très étrange, donc c'est rempli de petites choses comme ça. Je voulais vous en parler parce que l'interface aujourd'hui, ça compte énormément quand on choisit un smartphone Android, parce que vraiment c'est là-dessus que se font la guerre les très grands constructeurs. Samsung par rapport à Google, Samsung avec One UI, Google avec son expérience utilisateur hyper moderne. Derrière, vous avez des constructeurs chinois qui se tirent la bourre, mais MIUI chez Xiaomi est largement devant. Vous voyez, ça se joue beaucoup là-dessus, c'est pas que la fiche technique, c'est aussi beaucoup la partie logicielle, même si tout ça c'est Android, ils rajoutent tous une surcouche, et donc du coup ça fait la différence. Et là ils ont quasiment rajouté aucune surcouche, en tout cas elle ne porte pas de nom, ils ont quasiment rien modifié à Android stock. Par contre, ce qui est génial, et comme vous le voyez là, c'est qu'ils se sont très fortement inspirés de justement ce qu'on retrouve sur les Google Pixel, avec ces icônes qui prennent la couleur du thème, etc. Et puis avec un menu très simple, très Google Pixel aussi, hein, pour le coup. Hein. Et quand on le change et qu'on clique sur optimiser pour Asus, ça change 2-3 trucs, mais franchement, ça change quasiment rien. Ça change uniquement le panneau des contrôles, ici, des petites choses comme ça. Mais voilà, pour moi, l'interface, elle est très bonne. C'est pour ça que je l'ai mis dans les plus. On peut personnaliser plein de trucs, donc ça c'est vraiment cool. On peut désactiver le Google Discover, on peut désactiver les suggestions d'applications dans le tiroir, on peut faire tout ce que je cherche à faire sur une application, une interface Android, tout ce que je cherche à faire sur un lanceur, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, les launchers. Donc ça c'est très cool, c'est très positif, donc bravo Asus, parce que c'est une petite boîte, hein, c'est une petite maison par rapport aux mastodontes que sont Samsung, Oppo, c'est le groupe BBK, ou Xiaomi. Donc je trouve que c'est très bien de leur part d'avoir réussi à faire un truc aussi cool. Si Motorola, par exemple, faisait une interface dans ce genre-là, les Motorola Razr, ce serait des tueries, quoi. Donc franchement, bravo Asus, ça fait vraiment partie des bonnes surprises. Aussi, il y a un haut-parleur stéréo. Alors, si vous me connaissez, vous savez que c'est hyper important pour moi. Mais quand j'écoute mes podcasts, ou quand j'écoute de la musique, ou quand je mets un appel en haut-parleur, le son est d'une puissance, franchement, c'est bluffant. Il n'y a aucun partenariat avec une grande marque, genre Harman Kardon, AKG ou je sais pas quoi. C'est juste Asus, voilà. Et en fait, l'arrière du téléphone fait une sorte de caisse de résonance, c'est assez impressionnant en vrai quand on met le son à fond. On sent l'arrière trembler un peu comme une caisse, on disait ça avant dans le temps, un caisson de basse, vous voyez. Et le son est vraiment puissant, est vraiment stéréo, et j'ai l'impression qu'il est vraiment 50-50. Donc ça c'est pareil, c'est une très bonne chose. Alors il y a le Always On Display, hein, ça fait partie de toutes ces petites choses que je veux moi sur un smartphone. Ça y est, ça marche très bien, c'est super pratique. Et évidemment, il y a un tout petit truc que j'ai pas trouvé, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est caché dans un menu que ça s'appelle pas comme le reste, mais on peut pas le réveiller en tapant 2 fois dessus. Ça, c'est très rare que je vois ça sur un smartphone Android, c'est trop bizarre. On peut le réveiller en le soulevant, mais on peut pas réveiller le téléphone en tapant 2 fois sur l'écran. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et donc, pour finir dans les points positifs, on a dans la boîte le chargeur, la coque, le câble qui est fourni. C'est tout bête, mais c'est très important. C'est vraiment, moi, je trouve quelque chose qui est indispensable, même si certains me disent tout le temps, oui, mais c'est pas grave, des chargeurs, on en a plein à la maison, etc. Donc là, le gars qui avait un vieux Asus Zenfone, par exemple, un Zenfone 2, hein, peut-être que ça marche encore, 10 ans plus tard, il a toujours son Zenfone 2, il va à la Fnac, il se fait plaisir, il claque 800 €, il rentre chez lui, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin d'aller commander une coque sur internet, c'est plutôt cool. Le chargeur fourni fait 30 watts, le téléphone prend pas plus de 30 watts, je vais y revenir juste après au niveau de la recharge. Et pour terminer, donc, l'autonomie, elle est très bonne, ça c'est une très bonne surprise également. On a une autonomie qui est pour moi un peu meilleure que sur un Samsung Galaxy S23, je les compare parce que c'est des petits téléphones avec des petites batteries. On a une batterie qui est vers les 4000 mAh quand les gros modèles genre Honor Magic 5 Pro, on est vers les 5000. Vous voyez, les Vivo X90 Pro, pareil, 5000 mAh, etc. Tous les gros smartphones haut de gamme, on va avoir plutôt 5000 mAh de batterie. Et là, sur un petit téléphone comme ça, on est vers les 4000, mais l'autonomie est vraiment très bonne pour un petit téléphone, j'insiste là-dessus. Et du coup, bah, c'est évidemment un point positif par rapport à un petit S23 de chez Samsung, parce que le S23 de chez Samsung, il existe aussi en Ultra, il existe aussi en format plus grand, je crois qu'il s'appelle S23 Plus de mémoire. Mais du coup, évidemment, vous aurez une autonomie un peu moins bonne que sur des grands smartphones et gros smartphones qui seront vers les 200 grammes avec des grosses batteries. Bon, mais moi, pour l'usage que j'en ai au quotidien, c'est une autonomie que je trouve tout à fait satisfaisante. Donc si vous le chargez la nuit et vous vous en servez toute la journée,
Franchement, faut vraiment y aller pour épuiser la batterie en une journée. Moi, j'ai pas réussi. Donc, sauf à faire du jeu toute la journée, mais sinon, sur une utilisation normale, vous ne pourrez pas vider votre batterie en une journée, c'est pas possible. Et pour terminer, les points positifs, on n'a pas encore parlé des photos. Alors, attention, moi, j'ai mis plus-moins. Pourquoi ? Les photos, c'est un capteur photo 50 mégapixels, c'est un capteur qu'on connaît, qu'on retrouve sur plein d'autres modèles. C'est un capteur sans doute Sony, d'ailleurs j'ai pas regardé, mais c'est sans doute Sony 50 mégapixels. Les photos, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets à disposition ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même. Les photos, elles sont bien. Elles sont bien, ok, ouais, en selfie, normal, ok. Les vidéos sont très bien, je les trouve même mieux que les photos. Les vidéos, que ce soit en 4K 60 fps, on peut même filmer en 8K 24 images secondes. Les vidéos, je les trouve très bien. Les photos aussi, mais très honnêtement, genre un Honor 90 qui sera moins cher, fera des photos aussi bien. Un Nothing Phone 2 qui sera moins cher, pour moi, fait de meilleures photos. Un Google Pixel 7, les photos seront bien meilleures. Un S23 de chez Samsung fait de bien meilleures photos. Voilà, je suis désolé de le dire si vous êtes fan Asus. Voilà, c'est-à-dire que les photos sont pas mauvaises, vous irez voir, sont bien, sont lumineuses, les couleurs sont bien. Quand on prend la photo, c'est assez instantané, on n'a pas de problème non plus de photos floues, quoi. Mais c'est pas exceptionnel. Et en plus de ça, à plusieurs reprises, je me suis dit, sur un téléphone à 850 €, j'aurais bien aimé faire du zoom. Alors, il y a un zoom x2, mais c'est un zoom numérique, c'est pas un zoom grâce à un capteur téléphoto. On peut pas faire de la macro, alors que vers les 800, 900 €, on va avoir des smartphones, notamment par exemple le Honor Magic 5 Pro, il a descendu, il est à 999 € en ce moment. Donc, genre 150 € de plus que ça, vous avez un Honor Magic 5 Pro qui va avoir un capteur macro de dingue. Donc, pour prendre des photos de très près, vous aurez bien évidemment une meilleure qualité. À plusieurs reprises, je me suis un peu agacé. Là, on passe du côté des trucs que j'ai à lui reprocher, mais en fait, sur cette partie photo, le hardware est très bon, le matériel est très bon, mais c'est le logiciel pour moi qui pêche, comme souvent sur les petits constructeurs, malheureusement. Chez Motorola, c'est un peu pareil. Chez Motorola, ils n'ont pas d'énormes moyens comparé à BBK Electronics, au groupe Xiaomi, au groupe Huawei avec Honor. Et ça se ressent, parce que l'application photo, il y a plusieurs moments où vraiment je me suis énervé. Une photo sur deux, même en plein jour, en pleine lumière, on bouge pas, on prend une photo bien nette. Une fois sur deux, on a une infobulle avec marqué « La dernière photo est peut-être floue parce que vous avez bougé. » Ah, c'est bon, j'ai été comme ça, j'ai pris la photo, j'ai pas bougé, quoi. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui sont assez frustrantes au quotidien. Il y a aussi le fait que, on sent qu'ils n'ont pas les meilleurs développeurs du monde parce que, à plusieurs reprises, j'ai pris des photos où, en fait, le focus ne se faisait pas sur le bon truc. Genre, je voulais prendre un truc qui était juste devant moi, un exemple tout bête, une branche avec des fleurs, et dessus, il y avait un bourdon, je voulais essayer de le prendre en photo, pour vous. Et le focus se faisait uniquement sur le bâtiment qui était derrière, et j'avais beau essayer de cliquer avec mon doigt pour faire le focus sur le bourdon, ça ne voulait pas. C'est tout bête, mais à 850 balles, franchement, c'est un peu, c'est un peu problématique. Donc, si vous prenez des photos basiques, moi je connais des gens, ils ont un smartphone, ils prennent jamais de photos avec. J'ai mon beau-frère, j'ai un pote, le téléphone, ils prennent quasiment jamais de photos avec. Donc, si vous cherchez ça pour la performance, parce qu'il est petit, parce que c'est Asus, etc., pas de problème. Si vous cherchez le meilleur photophone, vous regardez cette vidéo, vous dites « Ah ouais, pour moi, c'est vraiment important », non, il y aura d'autres choix dans ces prix-là qui vous permettront de prendre de bien meilleures photos. Donc c'est pour ça, là, on est parti du mauvais côté de la liste, là, que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire que les photos d'un côté, elles sont OK, moi, bon. Vous achetez ça, vous prenez des photos en vacances, vous allez en Grèce, vous allez prendre en photo la plage, les bâtiments, les machins, votre assiette. Ok. Mais si vraiment vous êtes un utilisateur photo un peu avancé, vous voulez faire des effets un peu cool, vous voulez prendre en photo des insectes, des trucs de très près, des fleurs, des machins, des trucs, vous aurez bien mieux dispo sur le marché. Et donc là, pour vraiment partir du côté des choses que je regrette, on parlait tout à l'heure du design. Alors moi j'aime bien, c'est très geek, je pense que c'est le public qui est visé. Mais ce qui est drôle, c'est qu'autour de moi, il y a plusieurs personnes, ils ont cru que c'était un téléphone à 300 €. Franchement, ça fait pas du tout premium. Vous sortez ça à table entre collègues, entre potes ou avec votre famille. Honnêtement, si vous sortez un OnePlus 11, ce sera plus impressionnant. Si vous sortez un Nothing Phone 2, tout le monde fait waouh quand ils voient un Nothing Phone, c'est le genre de truc qui m'agace. D'ailleurs, quand j'ai eu le Nothing Phone 2 il y a pas longtemps en test, les gens sont là waouh, il est transparent, c'est génial. Donc il y a plein d'autres téléphones qui feront un petit peu plus chic, un peu plus huppé. Un Pixel 7 de chez Google, alors ça devient banal, on en voit partout, mais c'est beaucoup plus premium au niveau de la fabrication des matériaux utilisés. Là, ça fait un peu plastoc. Alors même si le châssis est en aluminium, honnêtement, c'est vrai que si vous l'avez pas en main, si vous le voyez de loin, ça fait un peu Xiaomi pas cher. Donc
Je voulais le marquer parce que l'air de rien, ça compte, hein, à ce prix-là, on lâche 800 €, quoi. Et aussi, tout à l'heure, je vous parlais du fait que le chargeur, la coque sont fournis. Par contre, c'est 30 watts, ça charge pas fort. On est à peu près à 2% par minute. Donc, vous le chargez 10 minutes, vous prenez un peu moins de 20%. On est plus vers les 15% en 10 minutes. Vous le chargez une demi-heure, vous serez vers les 60%. Et en une heure, vous serez à peu près à 100% de batterie. Le 0 à 100%, on le fait en à peu près une heure. Donc ça charge bien, mais c'est pas fou. Le concurrent principal, le S23 de chez Samsung, c'est pire. Je crois qu'il prend en dessous de 30 watts. Donc comme ça, l'affaire est réglée. Mais encore une fois, vers les 800-900 €, que ce soit sur le OnePlus 11, que ce soit sur un Honor Magic 5 Pro, un Google Pixel 7, quoique chez Google, ils sont pas très forts en recharge, ou un Nothing Phone 2, vous aurez des recharges bien plus performantes. Et aussi, donc, je vous avais parlé tout à l'heure de la photo, mais il y a un truc tout bête que je voulais vous dire avant de vous quitter sur ce Zenfone 10. C'est que chez Asus, et même dans le monde de la tech, comme on dit, donc tous les gars en France qui tournent autour des smartphones, qui travaillent dans les marques de smartphones, vous savez, on les voit sur Twitter, enfin sur X, pardon. Et donc tous ces mecs-là, depuis genre 10 ans, le grand fantasme, c'est la stabilisation optique gimbal. Alors, faut savoir qu'il y a deux types de stabilisation optique. Vous avez ce qui se fait chez tous les plus grands fabricants du monde, Apple, Samsung, Google, la stabilisation optique classique. Alors en gros, hein, je grossis le truc, mais en gros c'est que des petits ressorts. Le capteur photo principal va être maintenu par des petits ressorts, comme ça si vous tremblez un peu dans la lance, ça compense. En gros c'est ça, voilà. Et chez Asus, ils ont été chercher une technologie gimbal qui fait rêver tout le monde depuis des années, qui est un peu plus complexe et qui est théoriquement contrôlable électroniquement, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est le téléphone qui électroniquement va compenser, faire bouger la caméra, lui-même compenser le mouvement, etc. Donc si j'ai bien compris, c'est un système beaucoup plus complexe. Mais une chose est sûre, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que sur tous les téléphones haut de gamme que j'ai testés depuis un an, tous les téléphones au-dessus de 600, 700, 800 €, c'est le premier où on me dit tout le temps, à chaque fois que je prends une photo, on me dit tout le temps, oui, vous bougez, arrêtez de bouger, alors que c'est le seul que j'ai eu la chance d'essayer avec ce fameux système gimbal. Donc la stabilisation optique à l'ancienne, qui coûte sans doute beaucoup moins cher à fabriquer en plus, me paraît plus efficace qu'une technologie de stabilisation qui est censée être supérieure. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que quand j'ai vu ça dans la fiche technique, j'ai vu OIS Gimbal, je me suis dit, oh là 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 là, c'est un peu comme le lecteur d'empreintes ultrasonique. Pour moi, c'est exactement pareil. Vous avez beaucoup de smartphones, le lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est une technologie optique vieille comme ça fait plusieurs années maintenant que tous les téléphones un peu haut de gamme, on peut les déverrouiller avec le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça marche très bien. Et depuis 2-3 ans, sur les modèles très haut de gamme, ils ont le ultrasonique qui est censé être plus efficace, machin chose. Et moi, dans la réalité, dans les faits, quand j'ai testé les lecteurs d'empreintes ultrasoniques, je les ai trouvés moins performants, plus erratique, on va dire, plus approximatif dans la lecture de mon empreinte. Bah, c'est exactement pareil pour ce système de stabilisation, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que comme quoi, finalement, il y a des trucs comme ça, qui sont, ah, le gimbal et tout, puis au final, au quotidien, j'ai eu plus de problèmes de photos soi-disant floues que sur un système de stabilisation optique classique. Donc voilà, je voulais en parler. Donc ce Zenfone 10, moi je suis ravi de l'avoir utilisé, c'est un super smartphone, c'est un téléphone qui est très attachant. Voilà, on a vraiment un téléphone très bizarre, donc c'est super cool, moi j'adore ça. Rien que le fond d'écran, je sais pas si vous allez voir, mais le fond d'écran un peu animé qui... hop là, voilà, dans le petit logo 10, je trouve ça super, super classe. J'adore ça. Il y a plein d'options de personnalisation dans l'interface. Il y a plein de... Ça marche très bien, c'est très stable. J'ai eu 3 mises à jour le jour où je l'ai allumé pour la première fois. Il y avait 3 mises à jour. Donc ça, c'est pareil, c'est une très bonne chose. Donc je trouve que pour un petit constructeur comme Asus, c'est très impressionnant de voir qu'ils arrivent à faire de très bons smartphones comme ça. Tout ce que je peux demander d'un téléphone au quotidien, c'est là. Voilà, il y a juste cette partie photo que je trouve un peu décevante. Si je devais lui donner une note sur 10, on va être à 9 sur 10 parce que ça reste quand même un excellent smartphone. Genre quelqu'un vous offre ça, vous pouvez pas vous plaindre, quoi. C'est un super téléphone, on est d'accord. Après, comme je disais, si vous avez 800-900 € de budget, je pense que vous pourrez trouver mieux ailleurs. Et dernière petite chose, j'ai oublié de vous le dire, mais ça vient voilà, de popper comme on dit dans la tête. Si vous regardez notre tableau de bord, vous savez cette feuille Excel que je mets à votre disposition, c'est le lien est sous la vidéo. Vous verrez qu'avec ce Asus Zenfone 10, j'ai eu de meilleurs résultats
qu'avec le Samsung Galaxy S23 ou le Honor Magic 5 Pro, qui ont pourtant le même processeur. J'ai eu des résultats supérieurs sur la puce graphique, et j'ai eu des résultats qui sont équivalents sur le processeur, sur les calculs de base. Donc c'est assez impressionnant, je pense que Asus, ils ont vraiment très bien travaillé sur la partie logicielle, parce qu'ils arrivent à sortir de meilleurs résultats sur les benchmarks, avec la même puce que chez Samsung ou chez Honor, donc franchement, chapeau, et je voulais le signaler. Donc voilà pour ce Asus Zenfone 10, je suis ravi de l'avoir testé, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce smartphone, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!